À une cinquantaine de mètres au-dessus du fleuve Saint-Laurent, un chantier de construction flotte dans la nuit. Montréal s'est endormi. Pour les travailleurs de la construction, le pont ouvre et pour le reste du monde, il ferme. Ouvriers et ingénieurs s'apprêtent à extirper du tablier du pont Jacques-Cartier un premier morceau de béton qui sommeille depuis plus de 70 ans. L'opération globale consiste à enlever l'ancien tablier pour le remplacer par d'énormes dalles préfabriquées. Un concept révolutionnaire, un mécano géant qui permettra une rénovation totale du pont en temps record et sans impact sur 90% des usagers. Cette nuit-là, les hommes ont réveillé le passé en arrachant du pont d'énormes morceaux de son histoire. C'est comme si chaque particule de poussière remuée renfermait les images d'une époque où les bâtisseurs d'un autre temps tentaient eux aussi une prouesse technologique en dressant un pont entre deux rives. Le pont Jacques-Cartier fait partie du paysage montréalais depuis bientôt 75 ans. Point d'entrée principal sur l'île, il y passe 120 000 voitures par jour et représente pour les habitants du Grand Montréal le parcours du combattant, l'entonnoir du matin, l'épreuve de 5 heures. C'est certainement particulier le projet du pont Jacques-Cartier, premièrement par le volume de travail qu'il y a à faire et par la logistique qu'il faut y apporter. Et c'est une coordination avec plusieurs corps de métier. C'est gros. C'est fun. On prend la job de nos ancêtres. On le fait. On va avoir un beau pont-neuf. Fun, hein? Ouais, un superbe de pont-neuf. Excusez-nous, on a un pont à venir. On achève, on achève. La société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée donne ce matin le coup d'envoi à un des plus importants investissements du gouvernement du Canada dans la restauration d'un pont, soit la réfection du pont Jacques-Cartier au coût de 120 millions de dollars. Le pont Jacques-Cartier est le pont le plus achalandé par voie en Amérique du Nord. Matin et soir, les automobilistes se livrent aux activités de la traversée. Congestionné sur le pont Jacques-Cartier, les approches bloquées, Taschereau, Saint-Charles aussi. L'une des prouesses logistiques de la réalisation de cette reconstruction consiste à conserver le pont ouvert le jour, et ce, pendant les 2 années que dureront les travaux. C'est sûr, en voyant le projet, la plus grande réaction, ça a été de dire on ouvre le pont tous les matins et on change un tablier de cette envergure-là sans fermer le pont le jour. Je me suis dit c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Je vous annonce ce matin que c'est l'option qui a été retenue par notre société. Par conséquent, l'ouverture de toutes les voies de circulation de 5h30 à 20h30 en semaine élimine tout inconvénient pour 90% de notre clientèle. Les équipes se mettent donc à la tâche pour rebâtir en 2 ans ce que nos ancêtres ont mis des années à construire.
l'ouverture du pont Victoria en 1860, les traversiers de la belle saison et le pont de glace en hiver demeuraient la seule façon de gagner la rive sud. À défaut de traverser à la nage, à la fin du 19e siècle, des bateaux assuraient un service de navette entre l'île de Montréal et le continent. Sans oublier l'île Sainte-Hélène, un lieu de prédilection pour les citadins durant les beaux jours de l'été. Après le traverser l'autre côté, la grande traversée en bois, là, puis nous traversait, après ça, il allait nous chercher à la fin de l'après-midi, puis nous traversait. Puis les femmes, ils n'embarquaient pas le monde, et puis, c'est-à-dire nous autres, et puis ils embarquaient les autos. Les autos passaient avant nous. Quand il y avait trop d'autos, là, on attendait. Comme ça, ben, on s'en venait en pique-nique, puis ça nous donnait nous chercher le soir au quai. Et puis ça fait longtemps, j'avais 14 ans. Le bateau a donc été la solution pendant longtemps, mais l'hiver, la navigation devenait impossible. Les traversiers, devenus inutiles, étaient remplacés par un pont de glace balisé à l'aide de petits sapins. Il fallait à tout prix assurer l'approvisionnement des insulaires montréalais en gardant un lien avec le reste du continent. Les prisons, autrefois, avaient des fermes, et il y avait des animaux. Ils faisaient travailler les prisonniers. Ça fait que c'est les cultivateurs de la Rive-Sud qui fournissaient de foin et de paille pour les animaux. Mon père était agriculteur. Et puis là, il allait porter ça. Il partait puis il passait sur la glace. C'était des balisés, là, qu'on appelle. Il faisait un chemin, là. Puis il allait là 2 fois par semaine. Mais quand ils ont su que le pont se bâtissait, c'était la joie des cultivateurs. Malgré tous ces efforts, il y avait quand même 2 périodes de l'année où l'île de Montréal était coupée du continent, durant les quelques semaines du gel et du dégel, ce qui valut à ces périodes d'être appelé le temps des mauvaises traverses. La circulation est ralentie et ça crée un petit 25 minutes d'attente sur les voies d'accès. Encore une fois, le pont ouvre pour des centaines de travailleurs, alors qu'il ferme pour des milliers d'automobilistes. Une excellente organisation et un plan de communication efficace permettent aux usagers d'adopter sans trop de problèmes un itinéraire de rechange. Ils peuvent emprunter l'un des 4 autres ponts et tunnels qui relient Montréal à la Rive-Sud. Entre 1876 et 1923, 3 projets de ponts sont à l'étude. Le journal L'Opinion publique du 17 février 1876 évoque un premier projet de pont entre Montréal et la Rive-Sud. Le pont Royal-Albert, nommé en l'honneur du mari de la reine Victoria, traverserait le fleuve à partir de l'endroit dit au pied du courant en passant par l'île Sainte-Hélène. À peine quelques années plus tard, en 1880, c'est au tour du conseil municipal de Longueuil de proposer un ambitieux projet, rien de moins que la construction d'un tunnel entre Longueuil et la ville de Maisonneuve, ce qui correspond aujourd'hui au quartier Hochelaga-Maisonneuve. Plus tard, après la Première Guerre mondiale, tout se remet à bourdonner comme avant. Mais cette fois, c'est l'emprise récente de l'automobile sur la vie moderne qui obligera le gouvernement à endosser le projet. L'été 1920, un incendie sur la voie réservée aux automobilistes de l'unique pont Victoria prive encore une fois les citoyens du seul lien direct avec le continent.
Il n'en faut pas plus au patron de la Commission du Havre de Montréal, M. Wilfrid Laurier-McDougald, pour convaincre les commissaires de l'urgence de la situation. Le grand projet de construire un pont entre Montréal et la Rive-Sud est finalement lancé en 1924. C'est le 27 janvier 1925 que le site est officiellement annoncé. Les travaux d'ingénierie sont confiés à ceux qui avaient soumis la proposition la plus intéressante, les firmes Monsarrat et Prattley et J.B. Strauss. My father designed it and then looked after it until the time of his death in 1958. And he got involved in bridge work very quickly and found it really suited him. And that's when he was asked to work for the Quebec Bridge Board to design the original Quebec Bridge. The chairman of that board was Colonel Montserrat, and after that bridge was finished, a couple of years after, he asked my father to go into partnership with him, and they started in 1921. Quant au contrat de fabrication et d'érection de la superstructure, il est octroyé au plus bas soumissionnaire, la Dominion Bridge de Longueuil. Lorsque les travaux du pont ont débuté en 1925, on ne savait pas vraiment où le pont aboutirait à Montréal. Ils ont commencé sur la rive sud. On savait que de la rive sud, il devait traverser ou s'appuyer sur les îles Ronde et Sainte-Hélène. Mais à Montréal, on avait un problème assez important puisque la construction du pont Jacques-Cartier a provoqué une vraie folie spéculative, d'autant plus qu'il fallait nettoyer, c'est-à-dire vider de la plupart des habitations qui s'y trouvaient tout le territoire situé entre la rue Craig, qui est la rue Saint-Antoine actuelle, et la rue Lafontaine, près des approches qu'on connaît aujourd'hui du pont Jacques-Cartier. On devait donc procéder à une grande quantité d'expropriations. La plus célèbre des expropriations tentées mais non réussies est certainement celle de la savonnerie d'Hector Barsalou, qui avait été fondée en 1875 par son père. Et lorsque la commission du Havre communiquait avec lui pour lui demander de bien vouloir disparaître de la carte, il a non pas refusé, mais il a demandé à ce qu'on dit un prix plus élevé que celui que la commission était prête à payer. Et voyant cela, la commission a changé le tracé du pont qui, à un certain moment, devait passer sur la rue de Bordeaux. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un pont neuf. Il est donc évident que le temps est arrivé pour changer et faire une réfection majeure du pont. La société a pris toutes les dispositions pour vous assurer le meilleur service possible. Encore une fois, les bâtisseurs tenteront de se surpasser en réalisant l'impossible. Aujourd'hui, les travaux ont été confiés à SMDB, un groupement d'entreprises composé de SNC Lavalin Incorporé, Montassier Incorporé et de Mathieu Hébert, Société Anonyme. André, j'arrive. Ils vont venir, ça sera pas long, quelques instants. Initialement, le pont devait être fait couler en place et 8 ans. Pendant 8 ans, 2 voies fermées continuellement. Donc, chez nous, on a totalement refusé de le faire de cette façon-là parce qu'on s'est dit les attentes sur les ponts vont se retrouver minimum de 2 à 3 heures au niveau de la Rive-Sud et Montréal. Et c'est le conseil d'administration, finalement, qui a exigé d'avoir plutôt une construction faite en 2 ans et surtout d'ouvrir le pont à 5h30 le matin pour notre clientèle. Moi, je vais vous avouer une chose, que quand j'ai regardé le projet pour soumissionner, j'ai dit non, ça se peut pas. Je n'en croyais pas que ça pouvait se faire comme ça. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on regarde le projet, on dit oui, c'est peut-être possible, c'est peut-être possible. Une des premières tâches
construire l'usine du site où seront fabriquées les dalles de béton qui serviront à restaurer le tablier du pont. Je me souviens qu'il y a moins de 2 ans, on est en train de marcher, d'arpenter le terrain qui était rempli d'herbe pour construire une usine. C'était en octobre 2000. Et après ça, on a engagé les procédures pour que les démarches pour construire l'usine. L'usine s'est construite du mois de novembre, décembre, à aller jusqu'au mois de mars. Et on a coulé les premières dalles de béton au mois de mars 2001. C'était une usine temporaire qu'on a construite pour les besoins du pont. On l'avait fait temporaire pour avoir les dalles le plus près possible du pont à cause des difficultés de transport. On avait quand même des dalles qui allaient jusqu'à plus de 20 pieds de largeur. Ça permettait d'être beaucoup plus proche pour coordonner tous les travaux. Puis avec toute la coordination qu'on avait à faire avec la construction, ça a été réellement un avantage d'avoir une usine près du site des travaux pour en planifier l'évolution et de régler tous les petits problèmes qui pouvaient se dérouler et de ramasser tous les gens ensemble pour pouvoir coordonner les travaux. Je dirais que c'est remarquable ce qu'ils ont fait il y a 75 ans par l'ampleur des travaux. Nous, ce qu'on fait, on change le tablier, mais eux ont fait toute la structure, ils ont bétonné le tablier. Ils ont eu quelques années de plus, mais le travail était tellement considérable et les moyens n'étaient pas les mêmes. Les grues n'étaient pas les mêmes, mais par contre, ils étaient équipés avec beaucoup de main-d'œuvre. À ce moment-là, la main-d'œuvre était peut-être relativement moins chère qu'elle est aujourd'hui par rapport aux travaux, mais il y a eu certainement des équipes de penseurs et de travailleurs qui ont fait un travail extraordinaire il y a 75 ans. Très solide. C'est gros, c'est solide. Ça a été très bien fait, puis ça devait être assez long à faire. De la façon que c'est conçu, là, des rivets, puis... Avoir de la misère d'enlever des morceaux comme ça, il faut que ça soit solide. On enlève les rivets pour mettre des boulons, parce que les boulons sont plus forts que les rivets maintenant. C'était chauffé rouge. Là, le gars était en bas, il lançait, il y en a un qui l'attrapait, il le rentrait dans le trou, puis il y avait comme un outil pour le rentrer, c'est ça, hein? Il rentrait, là, puis il rivetait, ça faisait une boule. 2 boules chaque bord. Il lançait ça comme avec une crosse, des joueurs de crosse. Ouais. Il lançait ça en haut, puis celui qui était en haut, il l'attrapait avec un entonnoir. Il y avait des gains de pêche à le placer. Après ça, il était rouge. Il était rouge, là, et après ça, il l'écrasait à sa place. Des fois, les trous n'étaient pas égaux. Il y avait 2 morceaux de fer, sûr, puis il y avait un trou chaque bord n'était pas égal. Puis là, il rentrait, il était chaud, puis là, il prenait sa place de même. Il faisait une colle. Là, il y a combien pour l'enlever en dessous, là? Là, il est froid, là. Oh, c'est dur. On peut vous raconter l'anecdote de la première dalle posée. Et je m'en souviens encore, c'était le 11 mai 2001. Et on a commencé le soir à installer la première dalle. On avait essayé de tout prévoir. Et je peux vous assurer que le matin, on a fini juste en temps pour terminer la première dalle. Et aujourd'hui, donc, dans une nuit de travail de 8 heures, on a à peine posé une dalle. Et aujourd'hui, on réussit à en poser 6 dans le même quart de nuit. C'est réellement un phénomène de la courbe d'apprentissage. Chacun sait ce qu'il a à faire. On a trouvé tous les petits trucs aussi pour améliorer et accélérer les travaux. Et c'est réellement un beau travail qui se fait d'équipe la nuit entre tous les travailleurs. Un point intéressant de cette dalle-là, on a donc, ici, on voit les aciers d'armature au bout de la dalle. C'est l'endroit où va être installé le joint de dilatation entre 2 dalles. Donc, on va avoir, d'un côté, on va avoir une dalle qui est similaire à celle-là, avec le joint de dilatation qui va être installé. Et le joint de dilatation, ici, il va y avoir une membrure qui va recevoir le caoutchouc pour étancher le joint comme tel, mais permettre un mouvement au pont dans une travée. Évidemment, la construction du pont a activé l'imagination de tout le monde, chacun voulant contribuer comme il le pouvait à nommer cet ouvrage magistral que tous les Montréalais et tous les Longueuillois admiraient.
Donc, on a pensé d'abord pont de Montréal, pont de Longueuil, pont Montréal-Longueuil, pont de la Rive-Sud. On a aussi pensé à honorer le fleuve Saint-Laurent. On a pensé aussi à John Young, qui a été le père du port de Montréal. Mais en réalité, même après l'inauguration du pont sous son nom officiel, les Montréalais et personne, en fait, au Québec ne s'est habitué au nom de pont du Havre. Donc, on l'a appelé le pont Bridge, puisque c'était l'enseigne la plus importante des deux côtés du pont. On l'a aussi appelé le pont Croche et c'est le surnom qui lui est resté même aujourd'hui. Le nom de Montreal Harbour Bridge ou pont du Havre déplaît souverainement aux Montréalais qui auraient vraiment aimé qu'il porte le nom de Jacques Cartier, dont on s'apprête à célébrer le 400e anniversaire du premier voyage au Canada. Il faut dire que jusque-là, il n'y a aucun monument à Montréal qui immortalise le séjour, le passage de Jacques Cartier au Canada. Mais finalement, on cède par arrêté ministériel et même les commissaires du Havre conviennent qu'il est important de donner à Jacques Cartier l'éclairage qu'il méritait. Le pont Jacques-Cartier est gigantesque. Il mesure 104 mètres de la surface de l'eau au point le plus haut de la superstructure, l'équivalent d'un immeuble de 34 étages. Il parcourt une distance de 2,7 km. La surface du tablier est de 60 000 mètres carrés, soit un total de 1690 dalles remplacées. La structure du pont à elle seule mesure un peu plus de 56 mètres de hauteur et pèse 33 267 tonnes. Ajoutons qu'il lui faut près de 32 200 litres de peinture et 10 ans de labeur pour se refaire une beauté. On a un gros pont, mais on a un paquet de petits détails. Et l'élément sécurité aussi, d'avoir le réflexe de dire « je suis suspendu en dessous du pont, est-ce que mon support est correct ?» D'avoir le réflexe de toujours regarder, de dire « est-ce que je suis en sécurité à cet endroit-là ?» Les gars, ça y est attaché tout le temps quand ils traversent le bord. Tout le temps attaché, tant qu'il voit des trous d'ouverts, tout le monde ça y est attaché. Ici, on a Notre-Dame. C'est une artère assez achalandée. On a intérêt à ce qu'il tombe rien, évidemment. Là. Et ça, c'est des réflexes que les travailleurs ont développés et qu'on a beaucoup de surveillance aussi avec tous nos responsables, les agents de sécurité, pour assurer la sécurité de tous les travailleurs. C'est marqué trottoir barré, puis c'est marqué détour à descendre vers la rue des Lormiers. Eh non, jamais de la vie. Même pas de ce côté-là, je ne vous laisserai jamais faire. Maintenant, on a une équipe de 3 gars en bas qui sont en communication radio tout le temps avec ceux d'en haut. Ils surveillent le public pour pas que le public passe carré en dessous. Puis en même temps, ils sont là pour contacter avec les gars d'en haut. S'il y a quelque chose, arrêtez de travailler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe ou t'as un tison qui passe, installe ta couverte d'amiante comme il faut. C'est surveillé complètement. On a même un bateau en dessous du pont au cas où. On ne voudrait jamais que ça arrive, mais si jamais un travailleur tombait à l'eau, on a un bateau, en quelques minutes, peut le récupérer et essayer de lui sauver la vie. C'est pas une place que tu travailles où il faut que ça roule vite. T'es pas poussé, c'est smooth. Mais sécurité. C'est pour votre sécurité? Mais moi, je suis dans la DCT. Non. Là, on attend la police. C'est la procédure, monsieur. C'est obligatoire. C'est un peu touché, évidemment. Hein, qu'il arrive de quoi ici, la job arrête complètement. Là. On fait bien des blagues là, mais il faudrait pas qu'il arrive ça. Et pas seulement pour pas que la job arrête, c'est une question de sécurité. Hein. Peut-être tu peux tuer des automobilistes. Là. On a un autre surveillant qui est au port. Fait que quand il voit un bateau arriver au pont, il colle, il y a un bateau qui arrive. Là, il y a un gars qui s'en va sur le bord et il regarde. Hop, il passe en dessous de nous autres. Tout le monde arrête de travailler. Quand il est passé, il dit OK, le bateau est passé. Les travaux recommencent. Juste par sécurité, on a des plateformes quand même en dessous, on s'est protégé. Mais pour doubler de sécurité, de même, on sait qu'il n'arrivera rien.
les moyens d'accès, les plateformes, c'est la base du travail qu'on a à faire. C'est notre endroit pour travailler. On est quand même 150 pieds au-dessus de l'eau. On parle de la travée principale et comment on va accéder à cet endroit-là. Même dans les travées au-dessus du sol, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a des poutres transversales à tous les 25 pieds. Il fallait avoir accès à chaque endroit. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'installer des plateformes fixes en dessous du pont. OK, c'est beau. Je vais te laisser 25 pieds entre la première et la deuxième. Je vais te laisser 25 pieds. Les travailleurs vont marcher, ils vont avoir accès sur ces plateformes-là et ils se bâtissent un autre plancher aussi au niveau d'en dessous de la dalle, environ à 4 à 5 pieds en dessous de la dalle pour pouvoir avoir accès. Les travaux préparatoires en dessous du pont, je dirais c'est la grande partie. C'est la partie qui demande le plus de main-d'œuvre, c'est la partie qui demandait le plus d'accès. Le changement des dalles qu'on fait la nuit, en réalité, c'est la partie spectaculaire des travaux. Mais pour supporter cette opération-là, il y a eu beaucoup de travaux préparatoires. Donc, il y a eu des renforcements d'acier en dessous du pont, parce que quand même, le tablier qu'on vient poser est 25 plus pesant que le tablier actuel. Et on ajoute aussi d'un côté une piste cyclable, donc on élargit le trottoir de 3 pieds. On vient donc causer des contraintes dans les poutres transversales. Il a donc fallu les renforcer à des endroits. Et chaque poutre transversale doit recevoir 12 appuis pour les nervures des dalles qu'on vient poser. Donc, il y avait beaucoup de travaux d'acier à venir faire avant. Dans les années 20, le transport maritime était la principale façon de faire transiter les marchandises. La marine marchande était une sacro-sainte institution. Les grands ports, comme celui de Montréal, en étaient les cathédrales, et les dirigeants faisaient office de cardinaux. Il était donc hors de question de fermer la voie maritime du Saint-Laurent pour permettre la construction d'un pont. Les ingénieurs de l'époque ont dû se résoudre à adopter une méthode de construction dite en cantilever, c'est-à-dire en porte-à-faux, ou encore, plus précisément, appuyé dans le vide. Toute la construction du pont est un exploit en soi quand on pense qu'au lendemain de la Grande Guerre, les techniques sont limitées et les outils encore trop manuels. C'est, par exemple, avec un simple tamis de bois que l'on passe les échantillons de gravier qui servent à fabriquer le béton. C'est vraisemblablement lors de la construction du premier pont à Montréal, le pont Victoria, construit entre 1855 et 1860, que l'on aurait remarqué l'étrange don des Amérindiens. The safety people would be horrified at some of the risks that they appeared to take, walking along a narrow beam a couple of 100 feet from the ground and so on. But they very rarely had any accidents. Au tournant du 20e siècle, au plus fort de l'ère industrielle, les Amérindiens manipulaient avec assurance les milliers de tonnes d'acier qui ont servi à construire l'Amérique du siècle fou. Ils arpentaient le ciel de Manhattan, loin de leurs réserves et de leurs familles, vivant littéralement sur les chantiers. Aujourd'hui encore, les Amérindiens marchent à des dizaines de mètres au-dessus du fleuve que leurs ancêtres avaient baptisé le chemin qui marche. Depuis 75 ans, des rumeurs courent sur le pont. Mises bout à bout, ces rumeurs constituent une véritable mythologie. On a deux légendes qui ont la vie dure à propos du pont Jacques-Cartier, les tours Eiffel qu'on voit au centre du pont, au-dessus de la structure centrale.
Eh bien, elle figurait déjà sur les plans originaux du pont en 1924-25, donc elles n'ont pas de lien avec la France qui apparaît dans l'histoire du pont seulement pour offrir le buste de Jacques Cartier. L'autre légende prétend qu'il y a un trésor caché quelque part dans le pont, sous le pont. Il s'agit probablement de la cassette de métal qui a été déposée dans le pilier numéro 26 à Montréal. Il contenait 3 pièces de monnaie de 5 $ en or, les journaux du jour, des ouvrages d'histoire de Montréal, et c'est tout. Le pavillon de l'île Sainte-Hélène a été construit un peu pour l'esthétique, pour embellir le pont au niveau des îles Rondes et Sainte-Hélène, qui étaient encore séparées, mais aussi pour donner à Montréal des salles publiques, ce qu'on appelait un centre civique alors. Et on a, pour cette raison-là, aménagé en dessous du pont 2 immenses salles susceptibles de recevoir jusqu'à 10 000 personnes. En réalité, le pavillon, ces grandes salles, n'ont pas servi aux fins auxquelles on les destinait. En 1934, on dit qu'elles ont été utilisées pour une exposition d'artisanat dans le cadre des fêtes du 400e anniversaire de la venue de Jacques Cartier au Canada et aussi dans le cadre des fêtes entourant le changement de nom du pont. Ce sont les seules activités officielles, un peu sociales, auxquelles le pavillon a servi. Le pavillon a par contre servi au cours de la Deuxième Grande Guerre lorsqu'on a commencé à procéder à l'arrestation des citoyens d'origine étrangère vivant au Canada. En 1949, il y avait encore du matériel militaire dans le pavillon. Et c'est le seul usage. Ensuite, ça a servi d'entrepôt. Il y a eu des fonctionnaires au cours des années 60 qui logeaient ici, des gens des travaux publics de la ville de Montréal. Mais disons que le grand public, lui, n'a jamais eu accès au pavillon. Comme le confirme le plan d'origine, la courbe Craig fut dessinée de manière à ramener l'axe du tablier vis-à-vis celui des voies de circulation nord-sud de l'île. On avait courbé le tablier une première fois afin d'éviter que l'unique pilier dans l'eau offre une trop forte résistance au courant et, par le fait même, soit soumis à des tensions dommageables. Donc, après cette première courbe, il n'y avait pas d'autre solution que de ramener le pont dans l'axe de la circulation en courbant le tablier pour la deuxième fois. Un des points importants dans la conception du projet, c'était l'amélioration de la courbe Craig. Et comment on a amélioré la courbe Craig? On a réussi à lui donner un devers et on lui a donné une translation pour réduire le rayon de courbure. Et ça a demandé énormément de vérification parce qu'il n'y a aucune dalle qui est pareille au point de vue conception. Il y a 48 dalles pour la courbe Craig, puis c'est 48 dalles différentes l'une de l'autre à cause de leur géométrie particulière. Je me souviens, moi, du contrat, quand on a donné le contrat, bien entendu, tout n'était pas prévu, et surtout au niveau de la courbe Craig. Initialement, on s'était dit, on leur donne 2 semaines, les 2 semaines de la construction, on peut fermer à ce moment-là. Peut-être une 3e semaine, donc finalement, on avait dit, on vous donne 3 semaines globales. Actuellement, au lieu de prendre 3 semaines, vous le faites en 3 jours. Ce qui est quand même exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Je pense bien que c'est compte tenu de l'expérience qu'on a acquis depuis 2001, l'an passé, c'est ce qui a fait qu'on est capable de le faire en 2 jours. Et la décision pour nous de le faire comme ça dans un week-end, ça a été au mois de décembre 2001, après avoir terminé la saison. À un moment donné, on avait imaginé toujours notre pontage de bois, mais quelqu'un a lancé l'idée pourquoi on ne le fait pas complètement dans un week-end. Et tout le monde s'est regardé, on a dit c'est pas bête. Et c'est de là qu'origine l'idée. C'est notre ingénieur de nuit, Don Crozet, qui est arrivé avec l'idée, avec notre surintendant. Et puis on l'a développé au fur et à mesure et je pense que ça devrait bien aller.
une dalle lève. C'est ça. Approximativement. Jusqu'en 1987, avant que l'on apporte certaines corrections, la courbe Craig, la courbe de la mort, portait bien son nom. Chaque année, elle a coûté la vie à une dizaine de personnes et en a grièvement blessé une cinquantaine d'autres. Des anecdotes sur le pont, il y en a mille et une. Prenez par exemple l'histoire d'Aurel Thomas, un cascadeur et plongeur professionnel. Le 21 juillet 1960, il décide de plonger du plus haut de la structure dans le fleuve Saint-Laurent. Le pauvre a heureusement été arrêté par la police avant de sauter. Sans emploi, le cascadeur voulait prouver à ses amis qu'il avait encore la forme. Le mythe le plus tabou n'en est malheureusement pas un et correspond aux heures les plus sombres du pont. Celles où il servit de dernier recours à des désespérés tout au long des années. Entre 1958 et 1959, on réalise un nouvel exploit, l'élévation du tablier pour porter la hauteur libre de 40 à 120 pieds. Il fallait permettre le passage de navires dans la voie maritime du Saint-Laurent, alors en construction. À remarquer que les travaux furent exécutés sans interrompre la circulation, grâce à l'installation de 2 ponts temporaires appelés Bailey. Mais la plus grande prouesse de la fin des années 50 est sans conteste le tour de magie des péagés du pont. Après ça, il est devenu payant, le pont. Oui, il y avait des gardiens au pont. Au début de Longueuil, là, il y avait un poste de payage, puis il y en avait un, je pense, il y en avait un de l'autre côté, là. C'était temps par chauffeur et temps par personne. Mais c'était pas cher, hein? Dans cela, je penserais que c'était pas 25 sous, même. S'il y avait 4 personnes, on payait pour 4 personnes, puis le chauffeur à part. Fait que des fois, ils oubliaient de mettre leur argent dans leur bourse. Et ça a fait un petit bruit, hein? Ça a été pas mal sérieux. On les a réprimandés. Une histoire qui fit jaser le tout Montréal. Potins et rumeurs vont bon train tout au long du procès que le gouvernement intenta contre ces péagés un peu trop entrepreneurs. En 1959, les péagés furent remplacés par un système de perception automatisé. Dans l'année qui suivit, le nombre de véhicules passe de 12 millions à un peu plus de 16 millions, soit une augmentation de près de 33%. Cet écart semblait confirmer la fraude et justifier l'installation des machines. On a finalement changé 4,30 sous pour 1 piastre et 33. Après 2 années de travaux, le pont fait peau neuve. La porte de Montréal est resplendissante. Moi, je pense que les automobilistes, quand ils vont circuler sur le pont Jacques-Cartier avec la nouvelle chaussée, le nouvel éclairage, donc on peut presque considérer que c'est un pont neuf, à l'exception de la structure d'acier qu'on voit, donc qui est la même. Je pense que dans l'ensemble du projet, il y a eu une fierté au début de faire un pont Jacques-Cartier. Le pont Jacques-Cartier, c'est un symbole de Montréal. C'est pas possible comme s'il y a du trafic. Puis il y a des gros camions lourds qui passent. Même, je vous dirais, la nuit, là, que j'entends des camions, c'est effrayant. Mais ça fait rien. Qu'est-ce que tu veux, c'est le pont.
Bien, le pont Jacques-Cartier, c'est une signature. Hein? C'est comme la Tour Eiffel à Paris. Alors, quand on voit le pont Jacques-Cartier, on pense immédiatement à Montréal. Si tout se passe comme prévu, le nouveau tablier devrait permettre aux usagers du pont Jacques-Cartier d'être tranquilles au cours des 50 prochaines années. Daniel Renaud, Tous les TVA. critères de conception pour les travaux ici ont été faits avec une période de 50 ans. Donc, lorsqu'on vient mettre un matériau, lorsqu'on vient désenner quelque chose, on veut qu'il dure 50 ans. Il durera probablement peut-être 75 ou 100 ans, on l'espère, mais c'est une garantie de 50 ans. L'approche qu'on a utilisée, nous, à partir du départ, c'était toujours de penser à l'usager. Je pense que pour nous, en tout cas, ça a été rondement. La météo est avec nous, bien sûr. C'est sûr qu'on ne réalise pas toute la tâche qui est accomplie. On les réalisera peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Quand on dira, bien, le projet du pont Jacques-Cartier, on dit oui, on était là. Les gens qui ont travaillé, les ouvriers qui ont travaillé, les gens les ingénieurs qui ont pensé à ces travaux, ils ont très bien fait la chose. Je dois vous dire qu'à tous les matins, à 5h30, on avait l'ouverture du pont Jacques-Cartier, ce qui est assez exceptionnel dans un cadre de... Ben oui, quand je suis venue louer, la dame a dit, regardez si c'est beau, il avait un beau point de vue. Elle dit, vous voyez les autos sur le pont Jacques-Cartier. J'ai dit, ah ben, des autos sur le pont Jacques, on en a vu dans notre vie. C'est un symbole de la fin, en réalité, parce qu'on voit les choses, on a eu tellement d'activités, les gens étaient ici à plein d'activités, et on voit ça à la fin, bien, on dit oui, on ne l'a peut-être pas réalisé, nous, peut-être moins que les gens alentour, parce qu'on est tellement dans le feu de l'action, qu'on voit que c'est réellement aujourd'hui la fin des travaux. Là, sur le pont, sur la travée principale du pont, tantôt, on ne verra plus nos petites languettes rouges à côté du pont. Dans 1 mois, ça devrait presque être terminé. Le grand ménage. Il fait un soleil splendide et nous sommes ici sur le magnifique pont du Havre pour vous retransmettre sans annonce la cérémonie d'ouverture officielle. On est allé, bon, c'était un samedi, et puis c'était en 30. Ils étaient au bout du pont, nous autres. Puis il y avait des rubans qui barraient. On ne va pas passer. L'inauguration du pont, le 24 mai 1930, coïncide avec le 100e anniversaire de la Commission du Havre de Montréal, le 70e anniversaire du pont Victoria et l'anniversaire de la Reine Victoria. Le premier ministre du Canada, le très honorable Mackenzie King, est, comme vous le savez déjà, retenu à Ottawa pour les affaires de l'État. De son bureau d'Ottawa, il prononcera son discours par téléphone et, grâce à une machine spécialement conçue pour l'occasion, appuiera sur le bouton qui actionnera à distance l'ouverture des rideaux dévoilant la plaque commémorative. Ce jour-là, le pont est fermé à la circulation automobile, mais il est ouvert de Longueuil et de Montréal pour tous les piétons qui veulent assister à l'inauguration. Mais quand ils ont coupé le ruban, le monde, ça s'égorge. Ça marchait. Tout le monde voulait passer ensemble sur le pont. Il y avait tellement de monde qu'on a laissé passer pas mal. Avant de on avait peur. C'était l'ouverture, là. On avait peur, c'était peut-être, c'est pas solide ou quoi. On ne pouvait pas s'imaginer que le pont pouvait supporter tout ça. Avec le pont, pour un modeste droit de passage pour les piétons de 5 centimes, 5 sous à l'époque, les gens pouvaient enfin accéder à l'île. Oh, là, tout le monde était heureux, hein? C'était bien, c'était émotionnant. Après plus de 2 ans de travaux, c'est au tour des nouveaux héros de passer à l'histoire. En fouillant dans le passé pour vous raconter cette histoire, nous avons réalisé que les ponts traversent les vies de tous ceux qui les traverseront, de tous les ouvriers, de tous les ingénieurs, de tous les politiciens et de tous les Wilfrid Laurier McDougall du monde.
L'homme a encore une fois réussi à se surpasser. Le pont Jacques-Cartier connaît une deuxième vie et devient de plus en plus l'icône des Montréalais. Après tout, il est devenu un citoyen respectable.